Merci beaucoup pour cette belle conférence, tout à fait claire malgré des méthodologies complexes et puis d'avoir parlé en français. Enfin, je parle très bien le français, mais c'est quand même très, très agréable de pouvoir profiter de tes talents linguistiques. Voilà. Je vais juste demander à Khadija combien de temps tu nous laisses pour la partie questions. 10 minutes? Oui, très bien. OK. Alors, j'invite les deux orateurs à se joindre, à se mettre. Voilà. Alors, qui a des questions pour Uli Kramer, pour Laura Bollébert, sachant qu'on a un niveau de technicité relativement important et qu'il faut vous jeter à l'eau. Khadija, Poser une question assez pratique, madame. C'est les patients qui vont suivre faire les IRM, quel type d'informations ils ont par rapport au protocole? Voilà. Quel type d'informations, comment on leur donne l'information et comment est présentée la recherche? Là, ça m'intéressait bien. Je suis pas sûre que j'ai bien compris. Votre question, c'est comment on présente, qu'est-ce qu'ils vont faire ou des, des motivations pour notre étude ou les deux? Euh, donc, oui, on les informe en fait qu'on est intéressé au processus sous-jacent, enfin, dans le cerveau sous-jacent au traitement en psychothérapie et qui vont, oui, euh, participer à un scan dans le IRM. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un grand problème pour beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un IRM, mais c'est quand même un environnement très claustrophobe. Et c'est encore un défi en travaillant avec des gens avec des problèmes psychologiques. Je vous pose la question parce que je me demandais si les patients étaient informés du lien entre effectivement l'évolution et les changements visibles à l'IRM et les effets de la psychothérapie. Et si vous leur donnez l'information, quel impact ça a pour les patients en termes de représentation de la psychothérapie, quoi, l'idée, un peu les fantasmes ou les représentations qui peuvent être sous-jacentes, de se dire qu'on peut aussi voir quelque chose autrement, enfin, voilà, et quel impact ça peut avoir, en tout cas, sur l'imaginaire des patients. Ça sera intéressant à étudier si on peut différencier ceux qui peut-être on pourrait aussi utiliser un peu un effet placebo d'augmentation euh, basé sur enfin peut-être une croyance dans les pouvoirs des technologies modernes et peut-être d'autres qui sont plus critiques. Je sais pas. on a une petite expérience dans l'étude PPDH que Gilles a évoquée. On a fait de l'IRM fonctionnel et nos collègues dans le service de neuroimagerie étaient ravis de la collaboration parce que les patients de l'hôpital psychiatrique étaient ravis qu'on fasse une photo de leur cerveau dans l'idée qu'on trouverait quelque chose. Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais eu une telle collaboration, une telle facilité d'inclusion des patients dans ce protocole d'IRM. L'équipe est tremblée, je ne sais pas. J'espère que ça dure pour le mesurement post, une fois qu'ils sachent qu'est-ce que ça veut dire. Effectivement. D'autres questions? Oui, madame. Merci de vous présenter et de poser votre question. Ouais, j'ai trouvé ces interventions vraiment très, très intéressantes. Et du coup, ça m'a conforté aussi dans la thérapie qu'on fait là, sur la thérapie interpersonnelle, mais basée sur l'attachement, où il y a aussi une part où on explique pas mal de choses aux patients. Et notamment, il y en a beaucoup qui sont demandeurs de comprendre ce qu'ils vivent, et notamment par rapport au trauma précoce. Et je trouve que d'avoir ces recherches et de pouvoir dire des choses, ça aide aussi. Alors, c'est pas le fait de les assaisonner de connaissances, mais à un moment donné, enfin, dans la thérapie, il y a toujours des moments de psychoéducation quand on sent qu'il y a une demande, il y a un besoin, et on voit comment le patient s'approprie et continue d'évoluer. Et je trouve que voilà, ces allers-retours entre la science, enfin ce qu'on connaît,
les effets et tout ça. Et quand c'est transmis aux patients, alors ça dépend des patients, ça dépend, voilà, etc. Mais en tout cas, ça a un effet. Enfin, moi, je vois en thérapie, je ne l'ai pas mesuré, mais c'est juste de mon ressenti, mais je trouve que ça a un effet positif. Mm. Tous ne veulent pas savoir, mais en tout cas, il y en a pour qui ça a un effet très positif. Voilà. Merci pour votre commentaire. Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir? Julie? Oui, oui, alors c'est intéressant. J'ai évoqué rapidement la notion de trauma précoce et comment ça peut impacter l'impact chez certaines personnes dans certains types de thérapie. Il y a une étude qui a comparé deux formes de psychothérapie. Ce n'était pas la thérapie interpersonnelle, mais juste un exemple, qui a en fait trouvé aucune différence au niveau de l'efficacité, au niveau des groupes. Mais une fois que vous avez analysé de façon plus fine et personnalisée en utilisant le PAI que j'ai présenté brièvement, les résultats ont montré que une des méthodes était plus efficace pour les patients qui présentaient un trauma précoce comparé à la deuxième méthode. Donc, ça va tout à fait dans le sens d'être attentif à certaines caractéristiques spécifiques du patient à la recherche, le soutien. Merci, Ouli. Je crois qu'il y avait une question ici. Oui, une question. Merci beaucoup pour ces présentations très, très éclairantes. Anne Plantade, écolo-psychologue praticien. Donc, ma question s'adresse au professeur Uli Kramer. J'ai déjà eu l'occasion de vous entendre sur la formulation de cas auparavant et je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Pour ce qui est des recherches que vous conduisez auprès des patients qui souffrent de troubles état limite, est-ce qu'il y a une co-construction de cette formulation de cas? Comment ça se présente au départ? Est-ce qu'il y a une évolution de cette construction de cas? Et quelles sont cette co-construction, si elle existe? Et quelles sont les incidences pour la recherche? C'est une question complexe et très fascinante. Et c'est vrai que dans la clinique, c'est clairement ce qui se passe, que vous décrivez, n'est-ce pas? Qu'il y a une co-construction pour certaines méthodes de formulation de cas. Il y en a d'autres où le thérapeute utilise son privilège de thérapeute et mentalise, fait des modèles et des théories. C'est une autre manière d'approche, mais certains types de thérapie en fait, proposent vraiment de se mettre à table et de dessiner une formulation ensemble. Ça dépend de la type de méthode que vous employez. Euh, Indépendamment de la type de méthode, la recherche ou aussi le champ de la formulation de cas est vraiment d'accord sur la notion que toutes les formulations doivent être changées, adaptées au cours du traitement. On a à un moment donné dit, c'est une activité mentale du thérapeute qui débute au début et prend fin à la fin du traitement. Euh, C'était une des perspectives de recherche que j'ai évoquées à la fin, donc c'est clairement un champ à étudier. Je n'ai pas donné sur cette boucle de rétroaction. Merci, Ouli. Peut-être un commentaire sur la base de notre expérience à Lausanne. On fait ce qu'on appelle des séminaires interaxes. On réunit des collègues de plusieurs écoles avec un constat que je généralise un peu, c'est que quelles que soient les écoles, il y a beaucoup d'accords en termes de formulation de cas. Finalement, une existence humaine, il n'y a pas tellement de différences suivant qu'on l'écoute comme analyste ou comme systémicien, comme TC. C'est plutôt au niveau des modalités de conversation thérapeutique qu'il y a des très grandes différences dans les manières de procéder. Voilà. Encore un commentaire ou une question? Oui, dernière question, merci. Dernier commentaire. Bonjour, merci pour vos présentations. Je souhaitais vous poser la question, alors c'est une question ouverte, hein, mais j'ai vu le schéma qu'il y a dans l'esquisse de Freud, je crois. Enfin, c'est peut-être pas dans l'esquisse, mais il en parle. Le schéma des neurones moteurs dans votre présentation. Et je voulais vous poser la question de savoir est-ce que la neuropsychanalyse pourrait permettre d'appréhender, parce que dans l'université dans laquelle je suis, donc l'université de Lorraine, on a une de nos enseignantes qui travaille également avec la neuropsychanalyse, Ariane Bazan, et qui travaille sur les processus primaires et secondaires, et qui tente d'opérationnaliser les hypothèses psychanalytiques
au travers de protocoles expérimentaux qui utilisent le EEG, ce genre de choses. Et en fait, le fond de ma question, ça rejoint un petit peu votre propos sur la fin quand vous parliez de est-ce qu'on pourra réussir à totalement expliquer et faire le lien avec les neurosciences fondamentalement. Où se situe, voilà, je pose autrement la question, désolé, je suis fatigué. Où se situe la limite et est-ce qu'il y a vraiment une limite dans l'accordage entre les hypothèses psychanalytiques et une validation, une vérification au travers des neurosciences? Comment penser cette limite-là? Et au travers de ça, comment penser le lien entre l'esprit et le matériel, le corps, le cerveau, le biologique? Alors, ça s'appelle une question ouverte. Je pense que ce sera le thème du prochain colloque que vous allez organiser. Mais est-ce que, pour conclure, Ouli et Laura, vous auriez en une phrase une manière de rebondir sur cette question très fondamentale? En une phrase. Une phrase. Non, désolé, mais il faut dire, je connais un peu les travaux d'Ariane et c'est très fascinant qu'est-ce qu'elle fait. Et voilà, la question de comment le mental s'articule avec l'activation dans le cerveau, le corps et l'esprit, ça c'est vraiment une question pour, je sais pas, les prochaines décennies encore à réfléchir et on a déjà réfléchi à ça pendant longtemps dans la philosophie et tout. Mais juste je sais pas si vous connaissez ces recherches, mais si vous êtes intéressé à ça, donc je pense que c'est plus compliqué. On peut pas résoudre, on peut pas. C'est aussi une question de comment traduire les concepts d'un niveau à un autre. Ça applique pour la psychanalyse comme dans les autres psychothérapies, les autres concepts cliniques. Mais juste un, un finding, une observation que je trouve extrêmement intéressant, c'est les chercheurs ont pu montrer que par exemple, dans l'activation euh, du corps, en fait, on peut euh, voir en fait que non, pardon, c'était comme ça. Avec une intention en fait qu'on a, on peut déjà voir que l'activation neuronale change juste avant que on est conscient de cette intention, de cette pensée, je sais plus. Et ça a beaucoup d'implications aussi pour, par exemple, l'idée de est-ce qu'on a une volonté libre et voilà. Donc, c'est vraiment un grand champ de débat. Je pense que qui nous accompagnera toujours. C'est aussi une question de, ben, on utilise notre propre esprit pour essayer de comprendre notre propre esprit et l'organe qui appartient aussi. Donc, voilà, c'est très compliqué. Eh En bien, une phrase, non. non, je propose que ce soit la digne conclusion de ces 2 journées magnifiques et je cède la parole à Khadija pour conclure cette matinée. Donc, merci beaucoup à vous pour vos belles interventions, je crois, qui étaient importantes et qui nous montrent aussi, je trouve ça intéressant parce que vous avez tous un petit peu modifié vos présentations, qui était aussi une forme un peu d'adaptation culturelle, sans doute, et que cette question de la culture scientifique d'un pays à l'autre, je pense qu'elle est aussi importante à considérer. Et, en tout cas, ce qui me semble important, c'est aussi de pouvoir échanger et de garder cette discussion dans l'ouverture.